Bienvenue pour ce café scientifique. Avant de céder la parole à Pierre Meyer, qui sera notre guide dans cette thématique sur les changements de paradigme dans le monde du travail, j'aimerais remercier l'association des 4 Vents, qui est partenaire de ce café, dont le président, je viens de l'apprendre, se trouve en fait à notre table. Tu m'avais caché ça, Ibrahim Nimaga. Et puis Noémie se trouve là. L'association des 4 Vents collabore avec nous pour un café par année. Ils nous propose une thématique qui le plus souvent est en lien avec le cycle qu'eux-mêmes proposent de leur côté, cycle qui, pour les raisons que l'on sait, n'a pas lieu cette année. Mais si vous êtes intéressé à découvrir leur programmation qui reprendra l'automne prochain, n'hésitez pas à les approcher. Durant la deuxième partie de ce café, c'est quand on se retrouve à l'apéro. C'est pour ça que tous les gens qui nous suivent en ligne devraient se trouver avec nous maintenant, parce qu'après, on se retrouve pour l'apéro. Bien, j'ai assez parlé. Oui, une seule petite règle, puisqu'on enregistre le café et que le café est filmé, je vous prie, bien qu'on soit peu, de me faire signe. Je suis votre bâton de parole ce soir. Si vous voulez poser une question à nos invités, faites-moi signe, je viendrai vers vous avec le micro pour que tout le monde, ici et ailleurs, vous entende bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne discussion. Merci Farida, à mon tour de vous dire bonsoir à toutes et à tous. Aussi, on est réunis donc pour parler travail, pour parler vie professionnelle, pour décrypter, pour discuter des enjeux autour de ce thème-là. Je me suis demandé en préparant rapidement ce qu'a fait aujourd'hui, mais en le préparant tout de même, est-ce que ce modèle qui consiste à se lever, prendre un petit déjeuner, aller au travail, voir quelques collègues, manger un sandwich avec eux à midi, retravailler jusque vers 18h et puis passer vers un petit café scientifique ou aller retrouver sa famille, ses amis ou ses enfants, est-ce que c'est encore un modèle qui existe, qui a des raisons d'être, ou c'est un souvenir qu'on est en train des fois de se construire parce que les modèles, ils sont en train d'évoluer, peut-être d'être chamboulés, notamment le télétravail, un télétravail largement démocratisé durant cette pandémie, aujourd'hui encore, potentiellement. D'ailleurs, les cafés scientifiques ont commencé à être virtuels, non, c'était déjà avant la pandémie quand même qu'ils l'étaient. Et puis l'arrivée du télétravail, un changement d'horaire, un chevauchement entre la vie privée, la vie professionnelle, parfois l'impression, la certitude de devoir être disponible nuit et jour sans jamais pour autant vraiment être au travail, la possibilité d'être en vacances, d'être à l'autre bout du monde et de pouvoir tout de même travailler quelques heures par jour, par-ci, par-là. Et puis avec ce télétravail aussi des questions, que ce soit les nôtres ou celles de notre employeur. Est-ce qu'on est plus efficace lorsqu'on est en télétravail? Est-ce qu'on est moins contrôlé, plus libre? Ou au contraire, est-ce que c'est une forme de nouvelle servitude, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons une nouvelle contrainte qu'on se met là. Bref, quel défi pour le collaborateur d'une part, pour les entreprises également, pour la gestion des organisations, pour la gestion d'entreprises. Voilà, ce sont quelques pistes qui trottaient dans ma tête aujourd'hui en préparant ce café scientifique, mais c'est surtout dans vos têtes qu'elles ont trotté, et puis dans la tête de nos experts, puisqu'elles sont sur leur bureau en principe, une partie de la journée, ces thématiques-là. 4 experts donc pour nous éclairer, pour échanger ce soir. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente très brièvement les experts et je leur laisse ensuite à chacune quelques minutes pour donner eux aussi 2 éléments de réflexion là autour, 2 observations. Et puis très vite ensuite, on va ouvrir la discussion à la belle table ronde qu'on forme ici tous ensemble. Muriel Surdé, je commence avec vous. Vous êtes professeur de sociologie au département de sciences sociales de l'Université de Fribourg. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est bien ça. Et pour me présenter, je dirais que, bien sûr, je fais des recherches sur le travail, mais j'ai une entrée peut-être un peu plus circonscrite, qui est l'entrée par des professions. Et j'essaie de regarder comment ces professions se transforment. Pour mentionner une enquête la plus récente que j'ai faite, j'ai travaillé sur les hôteliers et sur comment leur travail s'est transformé. Alors c'était juste avant la pandémie, donc c'était pas lié encore à la pandémie, mais avec l'arrivée et l'extension des plateformes de réservation. Merci beaucoup. À votre gauche, Marc Benninger, rédacteur en chef de la version française de HR Today.
c'est juste. Et merci, c'est juste. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, moi je suis le rédacteur en chef de ce magazine HR Today. J'en ai amené quelques exemplaires qui ont été distribués sur les tables. C'est un bimestriel qui paraît donc tous les 2 mois et qui traite de la vie en entreprise, de la gestion des ressources humaines, comme on dit. Et donc, la maison d'édition est à Zurich et moi, je m'occupe de la version française de ce magazine depuis un espace de coworking ici au bout de Pérol à Fribourg. Je fais ça depuis 16 ans, je crois que je suis dans ma 16e année maintenant. J'ai commencé en 2005. Et donc, je me considère comme un observateur de ce qui se passe dans l'entreprise et au travail. Je suis un agrégateur de contenu, donc je ne mène pas les recherches moi-même, mais voilà, j'ai interviewé avec les années des centaines de DRH et de managers. Et ben, c'est mon job d'être au courant de ce qui se passe et de ce qui se dit sur le milieu du travail. On publie aussi des petits livres 4 fois par année, des dossiers HRM qui traitent le prochain qui va sortir sur la problématique transgenre en entreprise. Hein, comment est-ce qu'on fait quand un collaborateur décide de devenir, de changer de genre. Donc ça pose un tas de problèmes qu'un RH doit savoir gérer. Et j'ai une petite activité d'animation de débat, comme vous, Pierre. Donc j'anime des débats publics. Souvent, c'est sur le travail et sur la gestion des ressources humaines en entreprise. Merci. À l'opposé de la table, Estelle Lérol, directrice de l'École des métiers de Fribourg. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis directrice de l'École des métiers de Fribourg. On travaille dans le secondaire 2 professionnel. Donc, après l'école obligatoire, on forme des apprentis dans les domaines techniques à l'École des métiers. Donc, je travaille également au niveau national dans le développement des professions, des métiers même, qui sont les métiers de l'industrie. Dans ce cadre-là, je suis aussi également à collaborer avec les organisations du monde du travail pour définir les formations de demain, pour répondre bien sûr aux attentes des industriels et des partenaires de la formation. Merci beaucoup. Et Fabrice Plon, vous êtes maître d'enseignement et de recherche au département des sciences sociales à l'Université de Fribourg. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors c'est une première activité effectivement comme maître d'enseignement et de recherche en sociologie, mais aussi à côté depuis un peu plus de 20 ans, je travaille dans une fondation qui s'occupe d'insertion professionnelle de jeunes de toute origine en termes de formation. Et puis du point de vue des recherches, je me suis intéressé de manière générale aux conséquences des grands changements économiques sur la vie quotidienne des gens. Et forcément, dans ces changements économiques, il y a la question du travail qui intervient, mais pas seulement. Dernièrement, ce qui m'intéresse, c'est notamment chez les jeunes précaires, leurs pratiques économiques, c'est-à-dire comment finalement ils se fournissent en ressources. Et cette question-là, elle passe pas seulement par le travail, et de moins en moins, ça c'est en lien avec tous les questionnements autour de la financiarisation de l'économie, hein, comment elle a un impact concret sur la vie quotidienne des gens. Merci beaucoup. La discussion ce soir, elle peut se faire donc avec vous. Vous avez qu'à nous faire signe et puis poser les questions et les adresser à l'un ou l'autre des interlocuteurs si vous le souhaitez. Aussi, Ibrahim, c'est juste via le Facebook Live, c'est ça? Ouais, magnifique. Donc vous n'hésitez pas, dès que vous avez envie de poser une question, il faut en principe les faire assez tôt parce que plus la soirée avance, des fois moins il y a le temps de les poser. Vous êtes libre de pouvoir intervenir. Moi, j'en ai aussi plusieurs à vous poser. C'est extrêmement large, des fois, quand on parle forcément de travail, de rapport au travail, de qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce bien-là, entre guillemets, qu'est le travail. Si je reviens sur le télétravail, la distinction entre vie privée et vie professionnelle, que peut-être tout le monde peut se poser à un moment donné, de travailler chez soi, de travailler ailleurs, de peut-être des moments qui se chevauchent, qui se superposent dans une journée. J'allais dire, que dit la science ou que dit votre expertise sur cette pratique-là qui a chamboulé un peu la vie de tout un chacun durant cette pandémie quand même? Ça n'inspire personne. Monsieur Nickel. Si, tout à fait, c'est une très bonne question. Donc, ça m'inspire le fait que
il y a forcément un brouillage de la frontière qui va se faire, hein, quand est-ce que vous êtes à la cuisine ou est-ce que vous êtes dans votre bureau, et du coup, ça implique du côté de l'individu de savoir faire la part des choses, qui n'est pas donné à tout le monde, d'avoir de la discipline, d'être structuré, de savoir s'organiser. Et du côté de l'employeur, il y a tout un règlement, en général, il y a un règlement à mettre en place. Hein, il faut une connexion sécurisée selon les travaux qu'on fait. Je me souviens d'une conférence donnée par l'assurance invalidité du Valais qui ont mis tout en place des connexions sécurisées parce qu'il y a des documents confidentiels qui ne peuvent pas fuiter, mais aussi un règlement, par exemple, je me souviens qu'ils n'avaient pas le droit d'être en même temps en train de travailler à la maison et de garder un enfant. Donc ça doit être encadré et il y a tout un tas de risques, hein, c'est clair, psychosociaux, parce que on n'est pas tous à la même enseigne par rapport à ce besoin de liberté ou d'autonomie qu'on acquiert en faisant du télétravail. Muriel Sûreté. Peut-être commencer par... Peut-être le micro un peu plus proche. Commencer par un constat un peu provoquant peut-être. Les femmes télétravaillent ont moins télétravaillé pendant la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au métier qu'elles occupent? C'est moins facile de télétravailler pour les femmes. Et elles ont eu plus de charge mentale liée au télétravail. Je viens de sortir d'une table ronde, d'un grand congrès qui a lieu à Lausanne sur les évolutions du travail. Et justement, la table ronde était là-dessus. Et les femmes ont été amenées, pour rebondir un peu sur votre question, à devoir gérer passablement de cette frontière un petit peu brouillée. Alors après, on peut un peu nuancer, parce que effectivement, la collègue qui a travaillé là-dessus dans une grande enquête sur 3 pays disait aussi que les hommes, à cette occasion, ont pu sentir l'importance du travail ménager fait par les femmes. Donc vous voyez, dès qu'on commence de regarder un peu plus loin que juste le télétravail en tant que tel, ça effectivement, ça amène à poser pas mal de questions sur ces arrangements autour de ça. Et si les femmes ont moins travaillé, moins télétravaillé, c'est parce qu'elles exercent des professions qui se prêtent moins au télétravail ou parce que c'était un choix, à quelque part, de plus lutter pour quand même encore aller physiquement au travail? Il y a une partie qui est évidemment les professions qu'elles exercent. Je rappelle quand même que ce n'est pas également distribué, hein, la possibilité de faire du télétravail. Et même quand il a été rendu obligatoire, on voit que c'est dans des secteurs comme l'information et la communication, les finances et les assurances. Vous me compléterez si je me trompe, mais c'est des statistiques de l'OFS, les professions scientifiques et techniques et les administrations publiques. Alors là, il y a certainement plus de femmes, mais les femmes, on les trouve aussi dans les secteurs sanitaires, par exemple, dans la vente ou dans la restauration, où là, c'était évidemment pas possible de télétravailler. Oui, moi je voulais rajouter aussi qu'il y a une responsabilité en tant qu'employeur. Vous en parliez tout à l'heure de définir les modalités finalement de ce télétravail. Au niveau de l'enseignement, quand on a basculé en télétravail subitement, on a constaté également chez nos enseignants la difficulté de la gestion de la famille et la formation quand on demande à faire la formation à distance alors qu'on a les enfants à côté. Et de ce fait, on a été, en tant qu'employeur, responsable de se dire comment offrir un environnement de travail à domicile pour nos collaborateurs. Et on s'est dit, là, il faut créer une crèche. On a eu l'occasion, à l'École des métiers en tout cas, de mettre en place une crèche pour la formation professionnelle, d'accueillir, donc à l'inverse, on n'accueillait plus les élèves, mais on accueillait les enfants des collaborateurs et de façon safe pour permettre à nos collaborateurs d'enseigner. Donc on a été obligé d'être novateur quelque part en tant qu'employeur pour les mettre dans les meilleures conditions de télétravail. Fabrice Plon. Si je peux, en complément, c'est vrai que la question du télétravail, elle a posé, outre la question du fait qu'il y a des personnes ou des professions qui ont été visibilisées parce qu'elles ne télétravaillaient pas en tant que telles, la question du contrôle du travail. Et puis on voit que le contrôle n'est pas le même pour toutes les professions, pour tous les niveaux de travail qui existent dans la société, et puis que finalement les personnes qui sont le plus
sous une forme de contrôle plus précis de leur travail, n'ont pas pu télétravailler, ou ça a posé des problèmes, en tout cas, de réorganisation des entreprises, hein, puisque c'est les personnes qui avaient le plus d'autonomie dès le départ dans leur travail, dans les tâches, dans la manière de les définir, qui ont pu le plus facilement télétravailler. Hein, toutes celles qui sont sur un contrôle très précis des tâches, à part effectivement certaines tâches, hein, comme les métiers du bâtiment, qu'on continue de travailler pour des raisons vraiment précises, hein, parce qu'on peut un peu difficilement téléopérer à distance. Mais il y a vraiment aussi cette question-là du contrôle et comment on maintient le contrôle à distance pour des professions qui sont dans un cadre où l'ensemble des tâches sont suivies à distance, d'où tout un ensemble aussi, hein, de nouveaux usages, en tout cas des méthodes digitales pour le contrôle à distance, etc. Marc Benninger, du côté des ressources humaines, si on rebondit sur le contrôle des collaborateurs, des employés, c'est une préoccupation, j'imagine, dans la gestion d'une organisation. Oui, bien sûr, toujours. Après, il y a même une obligation légale d'être sûr qu'ils ne travaillent pas trop, par exemple. Et il faut aussi s'assurer que le travail est fait. Hein. Et là, on a quand même... ce qu'on m'a rapporté, parce que là, je vous donne toujours un peu mes impressions, c'est qu'en termes de coordination des projets, ça a quand même été moins efficace. Je crois que, sauf erreur, en termes de productivité ou de temps de travail, pendant la pandémie, on n'a que travaillé 10% de moins, grosso modo. Donc la Suisse a continué à travailler, mais la coordination des projets et tout ce qui se passe dans un bureau n'a pas eu lieu. Donc ça a été plus compliqué. Et puis, pour revenir sur ce que disait Muriel Surdé, effectivement, on n'est pas tous à la même enseigne. Hein. Pour simplifier, on peut dire que tous les cols blancs, c'est beaucoup plus facile de télétravailler que les cols bleus, hein, qui doivent se rendre sur place, qui doivent aller à l'hangar, qui ont besoin d'être là physiquement pour télétravailler. Il y a une étude de l'Université de Fribourg, du professeur de ressources humaines Éric Davoine, récemment, qui a bien montré ça. Ça dépend aussi si vous habitez dans un appartement avec plein d'enfants derrière vous, ou bien si vous êtes à la campagne dans une grande ferme avec une grande pièce pour travailler, c'est pas la même chose. Et puis il y a une autre chose qu'il faut souligner, c'est que pour toutes les personnes qui étaient déjà dans l'entreprise, ça s'est relativement bien passé, mais les nouvelles recrues, ça a été beaucoup plus compliqué. Hein, comment est-ce qu'on les accueille, aussi les rituels de départ. Nous, par exemple, il y a une collaboratrice qui est partie. On n'a pas pu faire de pot d'adieu, on n'a pas pu célébrer quand même. On a travaillé pendant 8 ans ensemble. Donc on a fait parce qu'il y a eu une petite fenêtre où on a pu aller manger une fondue. Mais quand même, c'est des rituels, des moments comme ça qui créent du lien et qui sont très très importants, qui sont structurants. Je parle comme un sociologue là, mais qui sont super importants et qui n'ont pas pu toujours avoir lieu. Est-ce que la période justement de télétravail assez intense qu'on a traversée à cause de cette pandémie, qu'on vit toujours assez fortement, peut laisser des séquelles socialement, humainement? Est-ce qu'il y a des projections, des avis sur ce point-là? C'est peut-être un peu tôt, c'est difficile à dire, effectivement. Mais on entend quand même dire qu'il y a plus de burn-out, il y a plus de dégâts psychiques. C'est ce qu'on entend. Après, je ne suis pas au courant des études et de la réalité. Voilà, c'est peut-être un petit peu tôt. Mais... Juste sur un aspect plus restreint que la question que vous posez, mais par exemple, quand on interroge, je crois que c'est un retravail des données du panel des ménages en Suisse, les personnes qui ont télétravaillé étaient assez satisfaites d'avoir gagné, par exemple, du temps, en termes de temps de transport notamment, et ça dépend, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'endroit où on habite, mais par contre, c'est toujours assez quand même ambivalent, hein, ces réalités. Elles constataient aussi qu'elles avaient prolongé leur journée de travail et que bien souvent, il n'y avait pas d'heure à laquelle on s'arrêtait. Et donc, d'un côté, voilà, on gagne du temps, de l'autre, le temps s'allonge. Donc, en termes de risques psychosociaux, comme on dit, je pense, comme vous, que le bilan est encore pas faisable puisque c'est compliqué, c'est ambivalent. Et les journées s'allongent parce qu'elles sont plus éparpillées de petits dérangements qu'on peut avoir en étant à la maison plutôt qu'au travail. Par exemple, oui. Est-ce qu'on est plus efficace en télétravail ou on est plus efficace au travail?
Prenons déjà vos expériences personnelles. Si vous faites du télétravail, vous êtes senti efficace. À quel endroit? Prenez seulement le micro et ça le Non, non, moi je pense que ça va dépendre du travail que l'on fait. En fait, il y a des métiers qui nécessitent des interactions sociales fortes, d'autres beaucoup moins. Si on fait de la programmation informatique, on va être plus à l'aise en étant derrière son écran. Si on fait comme nous de l'enseignement, alors il y a des avantages et des inconvénients à faire du télétravail et de l'enseignement à distance. Donc ça va clairement dépendre des métiers, de mon point de vue. Oui. Est-ce que vous souhaitez intervenir, que ce soit sur le télétravail, que ce soit sur tout autre aspect lié au travail, pour le meilleur et pour le pire, puis c'est le titre très large donné à ce café scientifique. Le premier doit un peu se lancer, puis ensuite l'appétit vient en mangeant. Pas encore. Pierre, je vais bien ouvrir le bal. Mais Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Ibrahim. Une question personnelle avant une question du public. C'est par rapport au taux de travail. Avant la pandémie, disons, il y avait beaucoup de personnes qui préféraient pas travailler à temps plein, mais préféraient, je sais pas, 80% pour justement avoir la place pour les loisirs. Et maintenant que la donne du télétravail est là, est-ce que vous pensez que ces gens-là reviendront à un taux plein parce que finalement il y a une flexibilité qui est offerte grâce à ça, ou il n'y aura pas d'incidence sur ça? C'est une bonne question. Je ne peux pas répondre comme ça. Ce que ressortait de l'étude de l'Université de Fribourg, c'est qu'on va probablement rester à 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Ça, c'est quand même un grand changement qui vont être maintenus. Mais après, effectivement, ça va dépendre. C'est très individuel comme question. Hein, quel est l'équilibre? Et puis ça peut même changer selon les périodes d'une vie. Hein, donc ça, je n'ai pas de réponse à donner sur cette question précise. Alors moi, je me base sur ce que j'ai entendu juste avant de venir ici, hein, où un collègue disait qu'au niveau des statistiques européennes, il a mouliné tout ça. Hein, 1/3 des personnes n'avaient jamais télétravaillé avant, donc c'est déjà, ça dit bien que ce n'était pas quelque chose de généralisé. Et puis il disait que plus de la moitié souhaiterait travailler uniquement ponctuellement en télétravail après l'expérience. Donc ça va vraiment dans votre sens, un petit peu, mais pas que ça. Et ça, je pense que ça rend compte qu'avant, ce n'était pas une possibilité qu'offraient beaucoup les entreprises, parce que c'était quand même, je renvoie à ce que disait mon collègue, il y avait l'idée que, bon, à la maison, finalement, on se repose un peu. Et je crois qu'il y avait quand même une frilosité des employeurs, pour le dire d'une manière très claire. Et peut-être que maintenant, ils se disent qu'ils voient que les employés sont plus disciplinés qu'ils ne le pensaient, qu'ils travaillent même quand même beaucoup quand ils sont à la maison. Et que, alors là, c'est assez difficile à chiffrer, mais que par exemple aussi, ça permet d'économiser des locaux. Et mon collègue du SECO faisait référence à, je crois que je sais plus, c'est 2 banques qui ont stoppé des projets de construction de bureaux qui coûtent très cher en pensant qu'ils n'avaient plus besoin d'autant d'espace. Et donc voilà, il y a aussi ça. Donc c'est pas forcément que les individus qui décideront combien ils pourront et voudront télétravailler. Hein. Marc Wenninger. Oui, absolument, c'est tout à fait juste. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour préciser que tous ces changements, ils ont commencé bien avant la pandémie. Et par exemple, pour les espaces de travail, nous on a fait tout un numéro là-dessus l'année passée. Les espaces de travail changent parce que le travail s'est dématérialisé, donc vous n'êtes pas toujours obligé d'être physiquement au bureau. Et au fait, on constate que les espaces s'adaptent à l'activité. Donc vous avez des salles de réunion pour faire des séances, vous avez des box plus confinés pour aller faire un travail de concentration, on amène beaucoup plus de verdure, de lumière. Il faut aussi donner envie aux collaboratrices et collaborateurs de venir au bureau, parce que sinon ils vont rester à la maison ou bien ils vont aller chez un concurrent.
Donc cette évolution des espaces de travail, effectivement, elle date d'avant la pandémie. Et puis je pense qu'effectivement, il y a certaines entreprises qui se sont dit on va pouvoir économiser en réduisant, mais de nouveau, ça pose tout un tas de problèmes parce qu'il faut que les gens se parlent quand même, il faut que les projets se coordonnent et il faut quand même garder du lien. Parce que sinon, si tout le monde est satellité un peu partout à travers, je sais pas moi, la Suisse romande, ça pose des problèmes en termes de performance et d'efficacité. Fabrice Plon. Mais juste, votre question, si j'ai bien compris, c'était est-ce que ça va favoriser l'augmentation des temps de travail, hein? Ouais. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est quand on offre, ou quand en tout cas il y a des possibilités d'accélérer ou de gagner du temps dans la société actuelle, hein, d'accélération sociale, en fait, ça augmente le contenu de ce qu'on fait, enfin les unités de ce qu'on fait, hein. Typiquement, dans le télétravail, il y a moins de pauses, il y a moins de moments informels de discussion, donc on va faire plusieurs séances qui suivent à la suite. Et donc, on augmente ce qu'on fait à l'heure, hein. On a plus de choses qu'on fait pendant l'heure. Donc, ça intensifie en quelque sorte le travail. C'est ce qui peut aussi provoquer ce sentiment d'extension du temps de travail à la maison. Donc, on peut imaginer que ça peut donner l'illusion que ça va me libérer du temps, hein, notamment le temps de mobilité, le temps aussi de discussion, d'entrée, enfin tous ces temps de transition vont diminuer, mais en même temps ça va augmenter le nombre de choses que je fais par heure, donc ça va intensifier le travail. Donc à terme, même si cette illusion-là peut marcher, je pense que les gens vont vite revenir quand même sur la réalité de ce qu'ils vivent. Estelle Lérol, est-ce que les jeunes que vous côtoyez en termes de formation ont aussi appris plus vite, appris mieux, fait davantage d'unités de formation en étant en téléformation? Non. On a une expérience de quelques mois, c'est-à-dire du mois de mars au mois de juin de 2020, et puis depuis on est en présentiel. Par contre, on a interrogé nos 600 apprentis qui sont à plein temps sur le site à l'école et nos 100 et quelques collaborateurs sur leur expérience de l'enseignement à distance qui a été maintenue 5 jours sur 5 et 7 heures par jour. Et le feedback était, on en parlait tout à l'heure, à plus de 75% de dire non, on veut revenir sur site. On sait qu'en pédagogie, le socio-constructivisme est important, d'apprendre avec ses pairs. Et puis, à distance, c'était moins favorisant. Donc, le feedback était plutôt de dire non, on souhaite rester sur site, revenir sur site. Malgré tout, il y a des idées qui sont sorties de ces discussions et qui nous interrogent aussi sur les mises en place en termes de formation, donc avec l'usage de moyens numériques ou de faire du blended learning dans certaines configurations. Maintenant, on est sur des métiers qui nécessitent aussi des apprentissages pratiques et donc d'avoir du matériel qu'on n'a pas à disposition à la maison. Voilà. Et vous allez mettre en place certaines évolutions, du coup, on va... Alors il y a déjà des métiers qui travaillent pas mal avec les moyens numériques, d'autres qui sont en train, avec les nouvelles réformes qui sont en cours, de se développer dans ce sens-là. Sur certains métiers, comme le métier d'informaticien, on peut envisager dans certains modules de pouvoir envisager de la formation à distance, mais pas tous. Dans d'autres métiers, on a quand même l'aspect pratique et opérationnel qui est nécessaire et donc sur site. Mais il y a des réflexions qui se mènent, effectivement. Ça fait partie des objectifs de 2030 pour le CEFRI, de mettre en place et de flexibiliser la formation et d'utiliser les moyens numériques au maximum. Il y a la première question du public en présentiel. J'espère que ce n'est pas un trop grand travail que de poser cette question. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci. J'ai été très interpellée par cette notion d'intensification en fait, du travail, et puis où ça m'interpelle directement par rapport aussi aux notions de contrôle dont on a déjà fait un peu allusion, et puis à la nécessité de pouvoir quantifier, de pouvoir aussi vérifier qu'il n'y ait pas trop ou pas assez de travail qui soit fourni, aussi en lien avec les temps partiels par exemple, et puis où
je me pose la question, en fait, est-ce qu'il y avait des réflexions sur une nouvelle modélisation de la quantification du travail fourni, en fait? Parce que si je prends mon exemple, on est maintenant en train de... Enfin, je dois noter mes heures limite au quart d'heure par projet, et puis vraiment pouvoir détailler ce que j'ai pu faire dans une journée. Et il y a des fois où ça fait tout à fait sens, et il y a des fois où c'est absolument absurde, parce qu'il y a des séances qui s'éternisent et qui ne servent à rien, mais qui comptent. Il y a des moments ultra productifs après lesquels j'aurais besoin d'une pause pour me ressourcer. Ce moment où j'étais ultra productif, mais est-ce que la pause peut être quantifiée comme étant partie intégrante de ce travail, par exemple? Et où c'est vraiment, je trouve, un défi, en tout cas pour moi, de vraiment trouver cette juste valeur, parce que j'ai l'impression que c'est très individuel, et ça veut dire que selon la conscienciosité des employés ou collaboratrices, collaborateurs, ça va énormément varier, en fait, et qu'on aimerait avoir quelque chose de très comparable, à savoir le temps, les 8h24 par jour. Et en fait, on se rend bien compte dans les discussions que c'est du vent, pour le dire simple. Et ça m'intéressait de savoir s'il y avait d'autres modèles qui étaient au moins en phase de réflexion par rapport à ça. Merci. Qui veut prendre la parole? Je ne sais pas s'il y a des nouveaux modèles, mais ce que vous dites, c'est un problème de la sociologie du travail depuis son début, c'est-à-dire comment on objective le travail des gens. Comment on peut faire remonter le travail effectif et quel travail est considéré comme un vrai travail et n'est pas considéré comme un vrai travail. C'est une question qui est très importante aussi dans les modes de management aujourd'hui, qui se diffusent aussi dans le domaine social ou de la santé. C'est-à-dire que finalement, la relation ou ce que je crée comme relation avec les personnes, elle n'est pas objectivable. C'est du domaine du ressenti. Donc comment on en rend compte et comment on peut finalement, du point de vue du management, avoir une mesure de ce que c'est. Et donc ça, c'est des enjeux qui sont très très forts dans plein de domaines et qui sont l'objet aussi de réactions très fortes de la part des employés souvent. Là, effectivement, à distance, cette question, elle se pose encore plus. D'où aussi, effectivement, quand on travaille sur ordinateur, la possibilité d'avoir des mouchards qui montrent combien de temps vous êtes connecté. Est-ce qu'il y a... on va dire, vous allez aussi fournir un certain travail. Comment on rend compte de ce qu'on fait dans la journée, à travers remplir un horaire et des contenus qui sont préétablis ou standardisés. C'est toutes ces choses-là, effectivement, qui sont des enjeux. De manière générale, c'est des enjeux aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils sont encore renforcés quand on ne voit pas ou quand on ne peut pas voir le travail que font les gens. Effectivement. Merci. Marc Wenninger, vous voulez encore répondre? Oui, non, vous mettez le doigt effectivement sur un problème super complexe et on aimerait bien pouvoir mesurer ça. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec la mesure du temps de travail, l'enregistrement du temps de travail, c'est le SECO, donc le secrétariat d'État à l'économie, qui a déjà mis en place des recommandations, des obligations pour les employeurs de mesurer le temps de travail pour protéger la santé des collaborateurs. Mais ça cause d'énormes débats et les employeurs parlent d'usine à gaz parce qu'on est en train d'essayer de mesurer quelque chose qui effectivement est très difficile à mesurer. La même question avec l'expérience. Comment est-ce que vous mesurez l'expérience? Comme vous dites, le fait de vous arrêter, de vous ressourcer, ça vous rend beaucoup plus efficace après. Donc c'est très très compliqué. Je pense moi aux méthodes de travail agile. C'est pas vraiment des nouveaux modèles, mais on parle notamment de la méthode Scrum où vous allez durant la semaine vous retrouver, réajuster l'objectif, vous parler pour être sûr que vous êtes bien dans les clous. Mais c'est plus pour que le projet avance, puis d'être sûr que vous allez délivrer, c'est souvent dans le milieu de l'informatique, un produit qui tourne au client à la date dite, qu'une nouvelle manière de mesurer le travail. Mais c'est une grande question, je pense, qui ne sera pas résolue avant longtemps. Monsieur, vous avez une question. Bonjour. J'aurais une question qui se divise en deux volets. Il y a d'abord le premier volet vis-à-vis de l'employé qui, lui, quand il est en télétravail, a peut-être une tendance à en faire plus que son travail ou que l'objectif qu'il s'est donné, par souci de perfection, par envie de bien faire.
Et là, ma première question serait de dire qu'est-ce qu'il existe des possibilités de poser des garde-fous pour que finalement la génération actuelle qui fait du télétravail, qui découvre le télétravail, est un peu sujette au fait d'en faire un peu beaucoup trop. Ma deuxième partie de question, c'est toujours par rapport à l'employé qui, lui, a une vie de famille, a une sphère privée, une sphère intime. Et l'émission du travail par le biais des mails, par le biais des séances, des vidéoconférences dans cette sphère intime me paraît aussi éminemment toxique parce que tout le monde n'est pas forcément conscient qu'à l'autre bout, il y a des personnes qui sont obligées de segmenter leur temps familial, leur temps privé, pour pouvoir répondre aux sollicitations qui leur viennent directement par le biais des mails ou par le biais des moyens numériques. Donc ma question, elle est par rapport à l'employé lui-même. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre des garde-fous? Parce que je pense que de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup. Muriel Surdé, vous voulez répondre? Je vais répondre de façon détournée, alors je ne sais pas, mais vous me direz si ça répond un peu quand même. Je pense qu'en fait, il y a un lien avec la question d'avant. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés à avoir des garde-fous, c'est aussi parce que du coup, on est tout seul chez soi et on ne se compare plus. Ça, bon, je ne veux pas dire que quand on est dans le même lieu, on est sûr qu'on fait tous la même chose. Bon, bah, ça peut aussi être un peu formel. Hein. On part en même temps, on arrive en même temps. Mais n'empêche que c'était quand même un peu un garde-fou. Et je pense que ça pointe quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Les sociologues, ils aiment bien mettre des grands mots, mais que ce télétravail accentue une tendance qui était déjà avant, qui est une individualisation des rapports de travail et qui provoque aussi le fait qu'on ne sait jamais si on n'en a pas fait assez ou pas. Ah mais franchement, mais je pourrais quand même encore faire ce cours un peu mieux. Hein. Je pourrais peut-être quand même aller voir encore pour faire une capsule pour que mes étudiants soient très contents et m'évaluent encore mieux. Et j'arrête jamais. Mais ça, c'est cette idée d'individualisation parce qu'on a du mal à se comparer. Juste pour dire, il y a un collègue qui disait c'est l'individualisation. On n'a jamais vu un inspecteur du travail aller inspecter chez quelqu'un chez lui. Et donc ça pose des vraies questions par rapport à ça. Fabrice Plon, sur ces garde-fous. Puis en même temps, c'est ce que vous dites, hein, c'est qu'il y a une confusion entre le temps et l'espace qui se joue avec tous les moyens technologiques. Donc effectivement, la responsabilité de dire je ne réponds plus à mes mails, je ne regarde plus sur mon smartphone si j'ai reçu un message ou un autre, elle appartient à la personne. Elle n'est pas donnée par des frontières, que ce soit des frontières physiques d'un bureau ou d'une timbreuse ou du au revoir le soir, mais elle est donnée par les limites que je me mets moi-même. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait réfléchir sur quelles formes de limites peuvent être aussi entretenues entre un employeur et un employé sur ces attentes-là, des frontières. Finalement, il faut réinventer, comme le disait Marc Benninger, des rituels, des formes de rituels qui permettent en tout cas de faire ces passages entre un moment où je suis dedans et un moment où je suis dehors. Et ça, c'est rendu beaucoup plus difficile aujourd'hui, puisque finalement, la responsabilité, encore une fois, elle repose sur la personne elle-même, de dire. Et puis, ça, effectivement, ça entraîne toutes les formes de pathologies liées au travail et à l'investissement dans le travail. Elles sont en plein là-dedans. Et puis, finalement, on est seul face à cette question-là. À part si on vit en ménage, et puis là où les gens vous rappellent effectivement que vous êtes là pour eux. Mais effectivement, sinon, ça repose beaucoup sur les individus. Marc Benninger. Oui, moi, comme garde-fou, ce qui vient à l'esprit, c'est déjà le dialogue. Quand vous êtes, par exemple, responsable RH, un de vos tâches, c'est d'aller discuter avec les gens pour voir comment ils vont. Et si vous êtes attentif, vous voyez quand même, déjà, vous leur demandez comment ils vont et vous les observez. Moi, cet après-midi, par exemple, j'étais dans mon bureau et puis j'ai vu qu'un des collègues ne va pas super bien. Donc, il faut être attentif aux autres. L'exemplarité aussi, je pense que c'est en tant que manager, en tant que chef, de dire moi, le vendredi, je ne travaille pas, mais vraiment pas travailler, ou j'ai mon sport le lundi matin, ou peu importe, et de vraiment montrer que moi aussi,
je fais la part des choses et je m'accorde des moments où je ne travaille pas. Par rapport à l'invasion de son intimité par ses visios, c'est un super bon point. Il y a des fonds d'écran qui sont bien. Parce que moi, j'ai ce problème, c'est-à-dire que je dois commencer à ranger chez moi avant d'allumer mon ordinateur. Et donc, les fonds d'écran, c'est pas super esthétique, mais c'est bien, ça protège. Et puis, oui, je me souviens justement de l'Office AI du canton du Valais, qui ont par exemple décidé qu'ils ne feraient pas de séance le mercredi après-midi, parce que souvent les mamans ou les papas sont avec leurs enfants. Donc, on s'accorde sur des règles qui vont permettre au plus grand nombre d'avoir un bon équilibre. Et ça peut être des garde-fous. Une question, je me viens juste en entendant ce que vous dites là, parce que la technologie a permis finalement aussi une sorte d'intrusion du travail dans une sphère privée, des mails, des groupes WhatsApp, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réponse technologique où il y a des essais qui se font dans cette direction-là, de dire une entreprise bloque ses mails de 18h à 7h du matin, et puis bloque les groupes WhatsApp et interdit finalement d'aller susciter le collaborateur, la collaboratrice? Oui, je crois qu'il y a eu des entreprises qui ont instauré ça. Ça donnait quelque chose? Bonne question. Plus qu'une journée. J'imagine, je crois que c'était une assez grande entreprise. Je pense que quand la directive vient d'en haut, que c'est bien communiqué, je pense qu'effectivement, c'est un bon signal. De nouveau, c'est pour protéger aussi les individus, parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne par rapport à ça. Et puis, comme vous dites, il y a les perfectionnistes, mais il y a aussi ceux qui trouvent tous les moyens, qui n'ont pas de problème pour débrancher, puis pour aller faire du surf sur le lac. Eux aussi, il faut les surveiller, quoi. Enfin, voilà. S'il vous plaît, madame. Alors, bonsoir. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Volkswagen en Allemagne qui avait bloqué les serveurs. Résultat, Google a travaillé la nuit parce que les gens ont eu l'adresse email alternative. Donc, perte de confidentialité avec tous les risques qu'il y a avec. Donc, ça a été contourné, donc. La méthode du Cobra, elle marche très bien en général. Ma question, j'aimerais revenir sur la question de mesures de productivité, d'investissement. Donc, l'équilibre avec le micromanagement est difficile à trouver. Je connais beaucoup de gens, dont moi, plus je suis contrôlée, moins je suis productive. Et ce micromanagement, ça a un impact sur les structures informatiques, sur le salaire du contrôleur, qui est en général mieux payé que les personnes contrôlées. Et puis, est-ce que ces dernières années, vous avez trouvé des bonnes idées de comment trouver cet équilibre entre le contrôle par objectif ou voir que le collaborateur avance dans son travail sans venir lui demander la couleur des chaussettes qu'il va mettre dans 3 jours? Merci. Cet équilibre-là. Alors, la question du micromanagement, c'est une vaste question qui est pas facile parce que ils sont, si je ne veux pas trop généraliser puis pas trop dire de bêtises, mais d'une part, ces micromanagers, donc ce management de proximité, cette personne qui doit justement vérifier que les choses sont faites et que le travail avance, il peut être remplacé par la machine. On peut vérifier ça par un ordinateur. Donc ça, c'est déjà un des soucis. Et de plus en plus, aujourd'hui, avec ces organisations agiles, libérées, on essaie de responsabiliser les gens pour que, ils prennent un petit peu les choses en main eux-mêmes. Et donc, ce rôle des managers de proximité, ils baissent. En tout cas, ils doivent se réinventer, ils doivent trouver d'autres manières de faire. Ça, c'est un petit peu le résumé, un peu, je dirais, la synthèse que je ferai de cette situation-là. Je pense qu'il y a toujours besoin, c'est un rôle super important, mais il faut un peu se réinventer. On parle beaucoup plus de communication, d'être coach, justement, avoir ce rôle peut-être justement de mentor ou d'observer que les gens aillent bien, parce que justement quand vous responsabilisez beaucoup puis que vous libérez l'entreprise, il y a un risque quand même que les gens se retrouvent tout seuls et un peu abandonnés à eux-mêmes, donc il faut veiller à ça. Et puis, c'était quoi la deuxième partie de la question ? C'était quoi la deuxième partie de la question ?
Ouais, d'accord. Donc, ouais, difficile. Hein. Il y a des bouquins entiers, je pense, qui ont été écrits là-dessus. Comment faire confiance, comment créer de la motivation, comment c'est contrôler sans contrôler. Voilà, je pensais à un truc, c'est que donc il y avait le dispositif classique, c'est la direction par objectif, mais qui est très critiqué aussi parce que c'est un peu crispant de faire ces fameux entretiens d'évaluation annuelle de fin d'année où en 2 heures, on va évaluer tout le travail que vous avez fait pendant une année et puis en plus, on va vous dire vous allez être augmenté ou pas. Je simplifie, mais ça se passe finalement assez mal, autant du côté des managers que du côté des collaborateurs. Et puis maintenant, depuis quelques années, on a fait un article là-dessus, mais je ne me souviens plus très bien de quoi il s'agit. Il y a une nouvelle manière, une nouvelle direction par objectif, OKR ou un truc comme ça, qui est beaucoup plus au fil de l'année. Donc on conseille de faire plusieurs entretiens durant l'année, de réajuster le tir, parce que le problème, c'est que si on vous fixe un objectif au début de l'année, et puis qu'en cours de route, il y a un collègue qui tombe malade, ou bien qu'il y a la pandémie qui tombe, ou Dieu sait quel imprévu, ça n'a pas de sens de vous évaluer sur un objectif qui n'est pas atteint à la fin de l'année, parce que vous avez peut-être sauvé la baraque en remplaçant le collègue malade, ou en réussissant à gérer cet imprévu. Donc, plutôt des entretiens, un contrôle au fil de l'année, des entretiens plus réguliers et plutôt cette voie plutôt sur le long terme, sur la durée qui je pense, fait de plus en plus parler d'elle. Ouais. Fabrice Plon. Mais c'est vrai que pour aller dans le même sens, entre le micromanagement ou le contrôle par objectif, en fait, il y a des nouvelles tendances, nouvelles qui datent déjà de pas mal d'années, mais on parle beaucoup de manager coach, donc ça dit bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans leur prise d'autonomie, mais c'est un accompagnement qui ne se termine jamais en quelque sorte, voilà, qui est toujours en réactualisation, en réadaptation, en fonction de l'évolution du travail, des employés, de l'organisation de l'équipe. Puis peut-être d'autres réponses qui vont vraiment aussi dans ce sens-là, c'est toutes les inventions en termes de suppression de hiérarchie, de l'acratie qui commence, ou de gouvernance partagée, ou ce genre de choses qui vont solliciter la participation des gens aux décisions, et donc du coup ils deviennent leurs propres contrôleurs, ou en tout cas c'est un contrôle collectif qui est partagé sur le travail qui est fait. Donc ça, c'est toutes des formes de management qui se développent de plus en plus et qui sont finalement des formes de réponse à ça, ce fossé dont vous parlez, entre à la fois un contrôle très très précis de proximité, puis en même temps quelque chose de très très large qui viendrait une fois par année ou de manière très distante finalement, sans personne à qui parler, puisque certaines formes de contrôle, notamment aussi dans l'industrie ou dans la logistique, se font via le digital directement. Mais ça quand même sur un fond où les cadres organisationnels fixent des rythmes de travail qu'il ne faudrait quand même pas oublier, qui dictent quand même pas mal de choses. Donc le micromanagement, il intervient après, mais je pense que par exemple aux hôpitaux, où quand même on est dans des configurations où les personnes se plaignent, et ce qui les fait souffrir, c'est qu'elles aient plus le temps de faire leurs tâches. Donc après, moi je veux bien qu'on trouve des modèles pour dire comment est-ce que on va voir si elle peut s'accommoder, mais c'est quand même ça le problème central. Et je crois, on en discutait aussi tout à l'heure, peut-être que la Covid a mis ça en évidence. Dans beaucoup de nos organisations, on a compressé au maximum le temps. On peut faire l'historique des modèles d'organisation du travail, mais qui sont liés notamment aux avatars du toyotisme, où on chasse tous les temps morts. Et je crois qu'on est encore un peu dans ce modèle. Et si je pouvais espérer que franchement, on voit que parfois, et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, cette chasse-là peut-être est contre-productive et ne voit pas ce qui, évidemment, pourrait faire qu'on organise mieux le travail. Merci.
Y a-t-il d'autres questions pour l'heure? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai deux questions. Première question est, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport au aménagement de notre espace de travail? Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué qu'en habitant 2 pièces et demie, des fois, on a du mal à savoir si on est encore au travail ou si on est déjà dans la partie de notre temps libre le soir. Est-ce que dans l'avenir, il y aura les contrôles et si le télétravail sera seulement permis si la personne elle a par exemple une pièce à part ou s'il peut se permettre d'aller dans l'espace de coworking. Et deuxième question est par rapport à comment le travail est vu, les emails qui se passent le week-end ou le soir. Pour l'instant, c'est quand même honorifié de travailler plus, de travailler le soir, de travailler le week-end. Est-ce que dans l'avenir, on va aller dans l'autre sens? Est-ce que ce sera plutôt mal vu de travailler plus que notre temps de travail normal? Merci beaucoup. Juste la toute fin, vous avez dit si ça sera mal vu à l'avenir de travailler plus. Puis aujourd'hui, c'est valorisé et que ça serait dévalorisé. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Peut-être à commencer par les espaces de travail. Est-ce qu'il y a des études, des connaissances sur l'aménagement des espaces de travail pour se sentir au travail ou chez soi, mais pas forcément les deux en même temps? Vous parliez de la ferme à la campagne tout à l'heure, ça c'est une option, mais en termes d'études ou de connaissances, il y a des... Non, pas ma connaissance sur les études, mais c'est vrai qu'il y a des recommandations qui se font. Moi, je pense maintenant, par exemple, à l'équipement informatique, d'avoir un ordinateur qu'on vous fournit avec un écran assez grand, par exemple. C'est des choses qui sont importantes en termes d'ergonomie, mais aussi une chaise, un bureau qu'on peut ajuster. Et puis, ce serait, en principe, ce serait le rôle de l'employeur de s'assurer que la personne est bien installée pour faire son travail. C'est une obligation, ce point-là, parce que ça a été aussi un grand débat au début. Hein. Est-ce que j'ai une chaise, un bureau? C'est bien sûr, c'est une obligation de veiller à la santé, au bien-être du collaborateur. Après, comment est-ce qu'on le contrôle, hein? Et puis, certains le font bien, certains le font moins bien. Mais pour faire le lien avec la deuxième partie de votre question, sur est-ce que ça va devenir ringard de travailler le week-end et le soir, le lien là que je fais, c'est avec votre marque employeur, c'est-à-dire que le fait d'attirer, d'être un employeur qui est attractif sur le marché de l'emploi. Si on sait que dans votre entreprise, les conditions de travail sont détestables, quand vous faites avec des bouts de ficelle, les gens, ça va parler. En plus, il y a des sites aujourd'hui où on peut parler de tout ça, donc vous allez avoir une mauvaise image. Et pareil avec le travail le week-end et le soir. Là, je ne m'appuie pas sur les études, mais personnellement, j'évite vraiment de contacter les gens le week-end ou le soir parce que j'ai pas envie qu'ils me détestent, parce que j'ai envie qu'ils soient contents et qu'ils remarquent concrètement que j'envoie pas de mail à partir de 18h30. Voilà. Enfin, je sais pas, je dis 18h30, mais je fais consciemment très attention parce que ça fait partie des conditions de travail qu'on offre à un collaborateur. Puis aujourd'hui, si vous voulez que les gens restent, il faut soigner ces détails. Vous remarquez sur l'attractivité de l'employeur une évolution au-delà du discours, c'est-à-dire que avant, pour la faire courte, c'était peut-être tiens, j'augmente un peu votre salaire et vous restez, et aujourd'hui c'est je ne sais pas, de la flexibilisation, un espace de travail, moins de contrôle, plus de reconnaissance, plus de plaisir au travail. Ça, vous voyez aussi vraiment sur le terrain que les choses bougent ou ça reste un discours managériel? Alors, je constate que de plus en plus d'entreprises s'occupent de ces questions-là. Est-ce que souvent, c'est des questions de discours? Vous avez raison. C'est difficile après de faire la part des choses. Mais il y a quand même, et puis ça va dépendre des moyens que l'entreprise a à disposition. C'est clair que Google, ils ont les moyens. Donc, ils vont vous faire ils ont une
cafette gratuite, vous pouvez aller en trottinette électrique aux toilettes, je pense. Enfin, tout est génial. Et ils payent des salaires de folie. Mais l'enjeu, c'est quand même de diminuer vos frais de recrutement, de diminuer vos frais quand les collaborateurs partent. C'est un casse-tête parce qu'il faut en retrouver les autres, il faut les reformer. Et donc, si vous pouvez... Enfin, je pense que les entreprises comprennent que ça vaut la peine d'investir dans leurs conditions de travail pour que les gens restent et même attirer des nouveaux. Ouais. Peut-être du côté de l'école des métiers, Estelle Leroy, je ne sais pas si c'est des préoccupations dont vous pouvez parler avec aussi les jeunes qui sont, de qu'est-ce qu'ils attendent de leur employeur. Oui, qu'on mène aussi, pour avoir participé, ça fait quelques années, à la Free Week organisée par la Chambre de commerce, où il parlait de la génération Z, les préoccupations qu'avait à ce moment-là la DRH de la mobilière étaient de dire, auparavant, avec génération X, c'était plus... oui, merci la mobilière de m'accorder cet entretien. Qu'est-ce que je peux vous amener, etc. Ou qu'est-ce que vous attendez de moi? Et puis le discours maintenant des nouvelles générations, c'est plutôt mais que va m'offrir la mobilière? Donc est-ce que je vais pouvoir télétravailler? Est-ce que mon temps de travail dans le transport sera pris en considération? Et là, moi, ça m'a interpellée au niveau de la formation professionnelle de dire, mais nous, en termes d'entreprise formatrice, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces demandes-là qui vont être de dire, mais pourquoi est-ce que je viendrais faire informaticien, électronicien ou automaticien ou polymécanicien à l'école des métiers? Qu'est-ce que vous allez pouvoir m'amener? Alors on mène ce genre de réflexion pour essayer de dire quelle valeur ajoutée on va amener à la formation de nos jeunes pour les rendre aussi attractifs et les attirer dans nos formations techniques en tout cas, ou dans chaque formation professionnelle en fait. Et les entreprises avec lesquelles vous pouvez collaborer, elles sont réceptives, elles s'adaptent aussi, pour reprendre cette image au-delà du discours? Oui, tout à fait. Il y a ça dépend des métiers, toujours. On en parlait sur la flexibilité du travail, parce qu'il y a des métiers qui nécessitent d'être présents. Donc, quand on fait de la maintenance en production, on est obligé d'être présent. Il y a d'autres métiers qui sont beaucoup plus flexibles. Donc, on en discute par rapport à ça. Après, sur l'organisation de la formation en soi, on est encore dans les balbutiements de ce qui va venir dans les prochaines années. Ça, c'est sûr. Peut-être encore un mot sur la deuxième partie de votre question, avant de donner la parole. Pardon, je prends juste la question précédente, la deuxième partie qui était sur... Aujourd'hui, ça peut être valorisé quand un collègue envoie un mail ou envoie un message ou nous appelle à 20h30. On dit « Waouh, il travaille encore ». Qu'est-ce qui... Vous parliez de rituels avant Fabrice Plon. Je ne sais pas si c'est là autour qu'il faut reconstruire des rituels pour qu'on dise mais c'est pas possible que ça se passe, ou comment ça peut évoluer. Peut-être. Moi, je veux juste dire que les jeunes, pour en discuter avec eux de ça, eux justement ont cette position de dire ah non mais voilà, c'est plutôt celui qui va en répondre le soir, celui qui bosse le week-end. C'est pas celui qui est le plus performant. Donc c'est assez intéressant de voir que eux ont une autre posture que celle que on peut avoir par rapport au travail. Ouais. Espérons que dans 20 ans, ils ne seront pas comme ça. Fabrice Plon. Je ne sais pas, c'est peut-être une solution. Oui, il y a deux aspects. Il y a un aspect vraiment très, très vécu dont parlait Muriel Surdé tout à l'heure, qui est la comparaison. C'est-à-dire quand effectivement on voit d'autres collègues qui écrivent soit tard le soir, soit le week-end, en quelque sorte, ils sont les premiers sur le terrain, sur un certain terrain, sur un enjeu du travail particulier. Donc on ne veut pas louper cet enjeu, parce qu'on est dans la concurrence au travail ou dans la comparaison. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles à enrayer, parce que c'est difficile de s'en extraire, parce qu'on existe moins, ou on est moins reconnu. S'il y a une certaine dynamique qui passe par effectivement qui écrit à quel moment et qui est présent en quelque sorte sans être présent. Au-delà de ça, je pense à un rapport aussi plus large aux représentations du travail, notamment quels sont les noyaux des représentations du travail. En Suisse, effectivement, la figure de l'entrepreneur est très très présente dans les représentations du travail. Donc ce qu'on imagine ou ce qu'on met là-dessus, c'est que finalement on ne compte pas. Et puis on doit être présent ou être actif là où il faut, s'il y a besoin, et pas en fonction d'un horaire qui serait cadré
hein, et qu'on ramène toujours à la figure repoussoir du fonctionnaire, par exemple, hein, ou de celui qui a son travail pépère, etc. Il y a des figures repoussoires et des figures qui sont des figures qui attirent plutôt dans ces représentations du travail. Alors, est-ce qu'il y a une autre figure qui peut émerger, qui serait celle de, justement, hein, comme vous en parliez, de la maîtrise finalement de sa vie privée ou de la protection de sa vie privée, qui pourrait changer, hein, ce fait-là en disant que ce serait mal vu d'être dans cette forme-là de travail. Peut-être un complément aussi, au-delà du mail qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas à partir d'une certaine heure, il y a quand même des évolutions qui donnent des signaux sur comment ça va se passer. Je pense notamment aux médecins qu'on forme et qui, vous en avez entendu parler, les difficultés de recruter des praticiens généralistes, par exemple, sont liées au fait qu'effectivement, ils ne sont plus forcément prêts à faire les heures que faisaient leurs aînés. Ils sont passés aussi par l'hôpital où ils ont été sursollicités, avec là, pour le coup, ce n'est pas des mails, mais c'est des gardes à non plus pouvoir. Donc dans plusieurs professions, on voit que justement, on a des difficultés de recrutement liées à cette idée qu'on ne veut plus travailler comme on nous demandait de travailler. Et puis ça, évidemment, ça se fait encore. Je suis désolée de ramener chaque fois un petit peu à des cadres peut-être un peu plus larges, mais sous un fond de négociation collective aussi sur le temps de travail. Hein. Et là, pour le moment, en Suisse, on bouge pas beaucoup. Hein. Donc je crois qu'il y a ça aussi. C'est ça qui est intéressant avec les phénomènes de travail. Ça va du mail à... on trouve plus de médecins qui veulent travailler comme ils étaient censés travailler avant. Merci. Je vous en prie, vous avez une question. C'est pas vraiment une question, c'est que je voulais vous apporter aussi quelques éléments. On fait du home office tous les deux. On est deux aussi dans un appartement. C'est difficile quand on a, par exemple, que 2 pièces. Il y a ma sœur qui est aussi dans la même situation. Et comme pratique, déjà, à mettre en place, elle a mis exactement des routines, des rituels le matin, de se lever à une certaine heure, de prendre sa douche, de ne pas traîner jusqu'à midi en pyjama. Rien que ça, de se lever, de se laver, de s'habiller, de faire comme si on allait au travail, ça aide aussi beaucoup. Et puis quand on a des petits espaces, de faire un tout petit espace qui soit vraiment dédié au travail, un petit bureau, même quelque chose d'angle, mais qui soit vraiment que pour ça, avec évidemment un écran, une chaise qui soit vraiment adaptée à tout ce qui est ergonomique. Ça, c'est hyper important parce qu'on peut développer aussi des mots à la maison en faisant du home office. On ne pense pas à se lever. Il y a plein de choses que les RH aussi peuvent communiquer sur ce côté-là. Mais je voulais juste vous dire que vous pouviez faire... Il y a des petites choses comme ça, en fait, qui sont répertoriées, qui sont... Enfin, pour moi, en tout cas, au début, je galérais. J'avais un bureau dans le salon, je ne m'arrêtais pas, je ne savais pas quand est-ce que je devais aller manger, etc. Et puis, on s'oubliait complètement. Puis, c'était parce qu'on est des cadres, on n'a pas vraiment d'horaire, on ne quantifie pas notre travail. C'est des projets, c'est des choses auxquelles on est uniquement responsable. Il n'y a personne d'autre qui va nous dire quoi faire. On est complètement autonome. Et du coup, il a fallu mettre en place ces petites choses. Sinon, moi, je peux rester jusqu'à 3h l'après-midi en pyjama, à faire des meetings avec un faux fond, pour pas qu'on voit aussi chez moi. Mais ça m'a beaucoup aidé en fait de mettre ces choses en place. Et puis aujourd'hui, je pense que je suis même beaucoup plus productive qu'en faisant beaucoup plus d'heures en étant au bureau. J'étais souvent la dernière à partir aussi du bureau. Pas parce que je veux montrer que je suis la plus productive, j'ai rien à prouver, c'est pas ça, c'est que j'ai du travail à faire et personne ne fera ma place, mais j'ai beaucoup plus mis de la place à ma vie personnelle en étant à la maison en fait, quelque chose que, et au début ça a été galère de mettre le curseur en fait, et maintenant, moi ça m'a fait beaucoup de bien, mais bon ça me manque, les collègues me manquent, je pense que j'ai besoin aussi de contact social, donc peut-être trouver un juste milieu, et on a besoin de ça en fait, naturellement. Et voilà, je voulais juste vous apporter un petit plus. Merci beaucoup. Vous avez une question, je vous en prie. J'avais une question plutôt, c'est une remarque, une question, mais par rapport à la formation, parce que maintenant, on travaille à la maison et tout ça. Puis là, comme on a dit au début, il y a la financiarisation qui a permis l'émergence, sur le point de vue numérique, de nouvelles plateformes, avec des nouveaux travails, des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis maintenant, à partir de 18 ans, suivant ce qu'on fait,
sur quelle plateforme on va, si les chats, tout ça. On peut avoir une autonomie financière totale, carrément, sans jamais avoir fait une seule formation professionnelle du secondaire 2 ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a déjà un peu du recul là-dessus par rapport à qu'est-ce que ça donne après, à 5-10 ans après, pour ces personnes-là qui ont eu une autonomie très vite et puis qu'à la fin, voilà, à 30-35 ans, c'est peut-être plus du tout le cas. Moi, je veux bien répondre juste à ça, parce qu'on a l'exemple, nous, d'apprentis qui sont sortis du système de formation pour se financer ou plutôt vivre des moyens numériques, de sites en ligne, de choses comme ça. Mais on n'a pas assez de recul pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 10-15 ans, puisque ce sont des choses qui sont déroulées dans les 5 à 10 ans des dernières années. Donc c'est difficile de dire est-ce qu'ils vont s'en sortir. Par contre, ce que la formation professionnelle dans son ensemble va proposer, c'est justement des formations continues. On travaille beaucoup plus sur des modules que l'on met en place pour pouvoir valider des acquis, des compétences qu'ils auraient acquises dans d'autres domaines tout au long de la formation, ce qui était peu effectué actuellement en Suisse. Donc c'est un objectif de formation professionnelle 2030 pour réintégrer des gens qui seraient sortis du système à un moment donné ou à un autre dans leur carrière. Je ne sais pas si M. Flon, par rapport justement à ces jeunes qui sortent du système. Bon, je n'ai pas encore énormément de recul pour vous dire. Simplement, les situations où les jeunes ne vivent que de ça et sur une période longue sont très 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 rares. Ce qu'on voit, nous, c'est plutôt une sorte d'omnivorisme économique, si je peux parler comme ça, c'est-à-dire où il y a plusieurs formes qui cohabitent. Hein. Par exemple, ils vont être bons dans les paris en ligne et puis parallèlement faire un petit boulot informel et puis après quand même réessayer de réintégrer le travail formel, être plutôt dans les échanges, faire des petits trafics, enfin, etc. Il y a une multitude d'activités qui sont mises en œuvre avec effectivement des formes de rêve ou bien de maintien d'une chaîne YouTube ou ce genre de choses, mais qui sont ponctuelles dans un parcours, hein, qui correspondent à une partie de parcours, mais qui ne sont jamais seuls non plus par rapport à ça. Donc ils sont une forme d'évaluation un peu en cours de route de ce que je peux faire, puis comment je peux répondre à mes besoins, et comment ça peut correspondre aussi à un moment où j'ai du mal de me projeter dans l'avenir, hein, aussi. C'est une forme d'évitement aussi, ou alors d'évitement par défaut parce que je ne trouve pas, ou d'évitement parce que j'ai peur d'entrer dans le monde du travail. Mais c'est très rare les situations où c'est durable. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Fabrice Plon. Nous, on a fait justement tout un numéro là-dessus sur cette gig économie, hein, l'économie des plateformes. Alors effectivement, ça convient à certaines personnes. Il y a des plateformes de plus ou moins bon niveau de compétences et donc de rémunération. Mais dans la grande majorité, déjà, ce que je retiens, c'est que je crois que 60% des mandants viennent des États-Unis, donc c'est quand même quelque chose qui vient. Ces plateformes, elles sont américaines quand même à l'origine. Et je crois plus de 2/3 des gens qui font le travail sont en Asie. Donc vous êtes en concurrence avec des Philippins, des Indiens, des Chinois qui font ça. Enfin voilà, c'est ça la réalité de ces plateformes de travail gig economy. Il y a aussi toutes ces questions de prévoyance professionnelle, hein, qui se posent parce que ils sont en train, ce qu'on voit apparaître, c'est des collectifs de ces indépendants qui se mettent ensemble pour cotiser, pour préparer leur retraite, parce que c'est quelque chose de très important. Et il y a toute cette question de la formation continue. Tout le monde dit que c'est super important, hein, de se former. Et donc là aussi, il y a en principe ces plateformes. Alors, certaines commencent à le faire. Je crois que Uber commence à proposer des formations à ses chauffeurs, parce que là aussi, il faut qu'ils restent attractifs, il faut qu'ils aient des chauffeurs. Mais c'est un enjeu quand même super important de se former tout au long de sa vie.
Et donc c'est risqué de, voilà, même s'il y a un peu d'autonomie qui vient dans un premier temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fabrice Plon. Et puis par rapport à un peu ce mythe de faire fortune parce qu'on a monté une chaîne YouTube et puis qu'on est devenu entrepreneur, c'est très américain, on est influencé par les Américains. C'est aussi lié au développement personnel, et puis vous pouvez prendre votre avenir entre les mains et devenir millionnaire à 25 ans. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité, et puis il y a beaucoup de jeunes qui se cassent la figure, et c'est pas aussi simple que ce qu'ils veulent bien nous le faire croire. Donc j'admire ça, hein. Moi j'admire les gens qui créent des entreprises, qui prennent des risques et qui créent de l'emploi finalement. Moi je suis très admiratif, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, au contraire, c'est même le sel de notre économie. Mais c'est quand même devenir entrepreneur avec l'économie des plateformes aujourd'hui, puis faire fortune, c'est très compliqué. Et puis, je voulais juste aussi revenir sur... donc, ça, c'était la figure de l'entrepreneur un peu qu'on idéalise, puis la figure repoussoire du fonctionnaire, pour revenir sur ce que disait Fabrice Plon, c'est tout à fait juste. Puis là, je voulais encore ajouter que je sais que, par exemple... travailler maintenant pour une ville ou un État ou un canton, c'est en train de devenir, pour certains, quelque chose de plus intéressant parce qu'on contribue à la société. On est en train un petit peu de revenir de ces carrières dans les multinationales où on gagne beaucoup d'argent, mais finalement, on n'a pas de sens. Et moi, je connais la DRH, par exemple, de la ville de Puy, Carole Schwander, qui a, pour des postes d'architecte, d'urbaniste, des postulations de personnes qui viennent du milieu privé et qui veulent travailler pour le public. Merci. Quelqu'un veut encore intervenir sur cette question-là? Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. J'avais dirigé une fois un mémoire sur des jeunes hommes et femmes fribourgeois qui rêvaient de devenir influenceurs. Et ils sont loin d'arriver à en vivre. Et en plus, s'ils arrivent à en vivre, en fait, c'est grâce aux revenus publicitaires. C'est pas, et donc, ça crée toute une série de problèmes pour eux aussi d'être des sortes de marques publicitaires. Et puis, en fait, ils n'osaient pas trop dire. Ça posait aussi un problème entre leur vie en ligne et leur vie réelle. Ils avaient très peur de dire qu'ils faisaient ça. En même temps, ils étaient aussi un peu fiers. Enfin, c'est juste un complément pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit. Et même le travail sur les plateformes, il y en a de multiples types. Mais par exemple, si on prend les chauffeurs Uber qui sont quand même l'exemple un peu prototypique, en fait, pour beaucoup d'entre eux, ça s'adosse à un autre emploi. C'est en complément d'un emploi plus traditionnel qui souvent n'apporte pas assez de revenus. Ou bien aussi, j'ai une collègue qui travaille vraiment là-dessus. Si ça vous intéresse, elle s'appelle Sophie Bernard. En fait, par exemple, des gens qui sont à la retraite et qui n'arrivent pas à vivre de leur retraite et qui font ça en complément. Donc c'est quand même adossé encore en grande partie à de l'économie traditionnelle, si on peut dire ça comme ça. Merci, Marc Benninger. Oui, et puis un petit complément. Ce que vous voulez dire avant, c'est qu'en Suisse, le contrat de travail à durée indéterminée, il est relativement flexible. C'est-à-dire que le droit du travail il est relativement libéral en Suisse. On peut licencier facilement pour raisons économiques. Et donc, l'intérêt de ces plateformes, elle est un peu moins grande en Suisse. On préfère quand même avoir un bon vieux contrat de travail pour une entreprise. Et les entreprises engagent finalement assez facilement, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, et ce qui explique aussi le succès de ces plateformes dans d'autres pays. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Il nous reste quelques minutes. Bon, j'en pose une, et ensuite, si vous avez une dernière question, on pourra la prendre avec plaisir. Ça m'intéressait peut-être de revenir un peu à toute autre chose, mais on circule assez bien dans ce monde du travail ce soir. On parlait des méthodes de gouvernance, des modes de gouvernance d'entreprise, peut-être liés à la question du contrôle, à la question de la hiérarchie. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de l'acratie, qui a dit ce mot ce soir. Je crois que c'est Fabrice Plon, mais disons, pourquoi, si pour ceux qui le testent, ça semble assez bien fonctionner, en tout cas pour connaître une ou deux entreprises qui mettent en place, par exemple, l'acratie, ils trouvent ça super, pour la faire courte, et pourquoi ça reste si marginal si c'était effectivement super? C'est parce que les gens aiment trop le pouvoir.
C'est une piste, hein, je ne sais pas. Ouais. Non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, est-ce que c'est aussi super que ça? Je ne suis pas sûr. Hein, ça dépend des secteurs. C'est quand même un truc aussi, là aussi, d'informaticien, quand même, souvent, où ça marche bien. Et puis, il y a des entreprises qui en sont revenues, qui ont décidé d'arrêter. Nous, on a fait une étude là, on a publié un livre sur ces modèles de gouvernance distribués avec tout un tas d'exemples. Je me souviens plus maintenant, mais c'était à Lausanne, une entreprise qui a arrêté. Il y a aussi des fois des entreprises qui font dans des poches dans l'entreprise, qui libèrent, enfin qui font des unités qui utilisent ce modèle-là, mais pas partout. Le risque principal, c'est justement les gens partent en burn-out parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, puis ils n'ont pas envie d'avoir toutes ces responsabilités, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a quelque part, pas assez de contrôle sur ces personnes? Oui, alors c'est pas parce qu'on libère l'entreprise que tous les problèmes sont résolus, disons ça comme ça. Et puis le rôle du manager change, et effectivement, peut-être qu'on aura un peu tendance à se passer la patate chaude et se dire bon ben c'est pas moi, c'est pas mon problème, que chacun se responsabilise. Mais finalement, voilà, ça crée des problèmes ailleurs. Et pourquoi ça séduit? Parce que c'est quand même quelque chose qui répond aussi, je pense, à un besoin d'efficience. Hein, quand même, assez cyniquement, les entreprises se disent si les gens vont se responsabiliser et puis être performants tout seuls, tant mieux. Je pense que ça répond aussi à ce besoin d'autonomie. Il y a plein d'études qui le montrent, hein, l'autonomie et la reconnaissance, mais surtout l'autonomie, ça contribue au fait que vous êtes mieux et que vous êtes plus heureux. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment ça. Et maintenant, les raisons m'échappent, mais c'est vrai que c'est une tendance qui répond, je pense, aussi à cette flexibilité croissante et la complexité croissante de notre économie qui font que ces entreprises-là s'en sortent peut-être mieux. Mais mes collègues, là, ont peut-être des choses à dire. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de ces nouvelles formes de gouvernance, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles excluent aussi ces entreprises-là. Hein. C'est un fait, hein. C'est-à-dire on ne peut pas recruter toute personne pour participer à ces entreprises. Il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout bien. Il y a des formes d'exclusion aussi qui se créent dans ces formes d'agir-là. Elles sont très différentes à mettre en place, mais on touche, je pense, à la question, vous vous demandiez pourquoi il n'y en a pas plus, on touche à la question aussi du temps et de la représentation du temps que prend finalement une gouvernance partagée, c'est-à-dire où les moments de coordination sont susceptibles d'être beaucoup plus nombreux. Hein, donc l'image du modèle organisationnel hiérarchique où une personne décide et puis ensuite les autres appliquent, pour faire vite, en termes de temps, en tout cas dans nos représentations, c'est plus direct, on va plus vite à l'objectif, etc. Dans une gouvernance partagée, se pose de nouveau la question du contrôle des objectifs et se pose la question du temps. Est-ce que ça ne va pas prendre trop de temps par rapport à tout cette partie de coordination qui, effectivement, hein, tout ce qui est collectif, ça prend du temps. Donc voilà, c'est peut-être une réponse, mais j'ai pas d'autres éléments par rapport à ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, volontiers, un petit complément. L'holacratie, les entreprises libérées, c'est pas plus facile. Ça demande en tout cas autant d'investissement pour faire fonctionner les rouages. Et je pense que c'est une erreur que font les entreprises qui font en disant « Ah chouette, on donne la responsabilité de dire ce sera plus facile », c'est pas plus facile. C'est un autre choix, c'est une autre posture, c'est un autre investissement en temps et en effort. Mais c'est autant dans une entreprise hiérarchique, il y a beaucoup d'investissements pour faire fonctionner la structure. C'est en tout cas le même investissement, surtout au début, le temps de faire changer la culture et la posture. Donc peut-être l'erreur de débutant, c'est de dire « Ah, mais c'est facile, je transmets et j'oublie, tout est réglé », ce n'est pas du tout le cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Il y a encore un aspect qui n'a pas été du tout abordé, c'est le côté de la santé.
Dans le cas du télétravail, on est chez soi. Si on est malade dans une entreprise, on reste à la maison et on sera peut-être moins productif si on télétravaille. Et par contre, la santé risque d'en souffrir. Alors, ma question, c'est de dire, de ce côté-là, de l'aspect de la santé du travailleur, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des éléments de réponse? Alors, je n'ai pas de connaissance d'études sur le lien entre télétravail et santé. Alors, sûrement qui ont été faites. Donc non, mais on touche au sujet qu'on a traité avant. C'est-à-dire que l'être humain au travail, qu'il soit seul à la maison ou au bureau, il faut s'en occuper, il faut veiller à ce qu'il aille bien, il faut maintenir du lien, il faut lui demander si tout se passe bien, s'il a toutes les ressources nécessaires pour faire son travail, si les délais qu'on lui fixe, il est en mesure de les tenir avec la configuration de vie qu'il ou elle a. Donc c'est clairement un enjeu important. Moi, ce que j'entends dire, c'est qu'il y a plus de problèmes psychiques et burn-out, mais ce n'est pas des études, mais c'est ce qu'on me dit. Des coachs me disent ça. Bon, forcément, après eux, ils vont aller les soigner, donc ils ont intérêt à ce qu'ils soient plus malades. Mais non, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Effectivement, ça pose tout un tas de problèmes en termes de santé. Et puis après, c'est la responsabilité de l'employeur, justement, de s'occuper, de veiller à ce que la personne ait du temps pour guérir, qu'elle ne soit pas dérangée pendant son congé maladie. Il y a tout un tas d'obligations, là aussi, qui incombent à l'employeur. Et un jour, pour faire respecter ça, il y aura peut-être des contrôleurs du respect des normes qui viendront à domicile, comme vous le disiez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un ajout de la part de nos... Je vous en prie. Oui, je voulais juste, pour les personnes qui s'intéressent aux entreprises libérées, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, c'est vraiment excellent. Ça vous donne un aperçu et ça donne très très envie et c'est très bien fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. S'il n'y a plus d'autres questions, d'autres interventions, on arrive au terme de ce café scientifique. J'en profite pour vous remercier de votre participation de qualité. J'espère que ce n'était pas un travail trop ardu que d'être ici et surtout un peu de plaisir. Merci beaucoup à nos intervenants, à nos experts. Et puis le mot de la fin pour toi, Farida. Oui, merci à vous, vraiment. Merci à vous pour cette discussion intéressante. C'est grâce à vous qu'elle peut vivre. C'est le petit moment de la traditionnelle page de publicité. Le prochain café scientifique, c'est une exception dans notre cycle. C'est le seul café scientifique en allemand, donc pour les germanophones d'entre vous. Il s'intitule Binge Watching, ça commence mal pour l'allemand, oder wenn Netflix uns den Schlaf raubt. Donc une question de dépendance aux écrans et de sommeil. Ce café scientifique aura lieu à Gien, à le Bahnhof Buffet, Bahnhofplatz 2. Si vous êtes intéressé, tout est indiqué dans notre programme. Et puis notre prochain rendez-vous ici au Nouveau Monde est dans un mois, le 15 décembre. On change d'univers, on change de thématique. On va se poser la question du rapport entre écologie et création quand l'Église se met au vert. Donc je vous invite à nous rejoindre également le mois prochain pour une toute autre thématique. Et puis pour ceux qui voudraient prolonger cette discussion ou qui auraient des questions plus spécifiques à certains de nos invités, rejoignez-nous juste à gauche en sortant où un petit apéritif vous attend. Vous pouvez commander à boire au bar du Nouveau Monde. Je remercie les techniciens qui ont fait que nous avons pu nous entendre et que d'autres ont pu nous voir. Et puis je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Université de Fribourg ce soir. Bonne soirée, au revoir.